Merci de la fidélité à Gangan TV. Un plaisir pour moi de vous retrouver dans Café Débat. Vous le savez, c'est cet espace qui vous est consacré tous les jours à l'analyse et au décryptage de l'actualité. Un nouvel invité pour ce nouveau numéro, Dr Dansa Kourouma, président du CNOCS. Évidemment, avec lui, on va se focaliser sur la crise à la CENI et l'alternative proposée par la Cour constitutionnelle. Quelle est la lecture de la société civile, notamment du CNOCS, et puis d'autres sujets, proposition du FAD de dissoudre la CENI, la marche de l'opposition républicaine Bloc Cellou-Dalein Diallo, et bien d'autres sujets. Il reviendra là-dessus de long en large. Docteur Dansa, bienvenue sur ce plateau. Merci, c'est un plaisir. Merci de la disponibilité. Alors, vous rentrez déjà fraîchement d'un voyage à l'intérieur du pays, une fois encore, avant d'entamer les principaux sujets. Est-ce que c'était une mission du CNOCS? Est-ce que c'était évidemment pour aller à la rencontre des abonnés, si je puis le dire comme ça, du CNOCS à l'intérieur du pays? Effectivement, c'est une mission du CNOCS. J'ai fait en fin 2016 et début 2017 l'étape de la forêt. Et c'est l'étape de la Haute-Guinée que j'ai amorcée. C'est une demande qui a été formulée par les démembrements lors de notre retraite à Kindia, demandant une prise de contact direct avec le président pour lui poser des questions et échanger avec lui sur l'état de santé de notre organisation. Mais c'était une façon aussi d'expliquer le contenu de notre plan stratégique que nous avons adopté en début 2016. Alors, avec les axes stratégiques, il fallait discuter ça avec eux, mais également administrer les nouveaux outils qu'on a créés dans le cadre du recensement des organisations de la société civile pour l'établissement de la base de données électroniques, mais également la mise en place du mécanisme de contrôle citoyen des chantiers et infrastructures de l'État. Donc, entre autres, c'était des sujets qu'on a discutés. Donc, j'ai fait toutes les préfectures de la Haute-Guinée. Et la seule préfecture qui me reste, c'est Dingiraï. Et après Dingiraï, je vais entamer l'étape de la Moyenne-Guinée. De la Moyenne-Guinée, parce que le CNOCS est implanté partout sur le territoire national. Et justement, je veux dire, quelle est l'image que ce périple de la Haute-Guinée vous a donné de la représentativité du CNOCS à l'intérieur du pays? Écoutez, ce que j'ai hérité comme élément positif du CNOCS, c'est sa forte représentativité et son niveau d'implantation. Je reconnais que c'est une structure qui a des cellules opérationnelles dans toutes les sous-préfectures de la Guinée et dans toutes les préfectures de la Guinée. Quand je dis cellule opérationnelle, ce n'est pas un individu qui est nommé, mais un bureau qui est élu. J'ai été marqué en Haute-Guinée par le niveau d'engagement des chercheurs et des guérisseurs traditionnels, de l'association des griots et communicateurs traditionnels, mais toutes ces catégories sociales qui se reconnaissent, les imams et les sages. Vous voyez les images de la journée, je n'ai pas besoin de le commenter. Donc c'est une grande fierté d'hériter d'une organisation qui a un tel niveau de représentativité, plus que la plupart des partis politiques, parce qu'il faut reconnaître, avoir des bureaux dans tout le pays et des imams. On a des conseils sous-préfectoraux qui sont présidés par des imams. Bien. Donc là, le CNOCS est à peu près une sorte d'araignée qui a tissé une bonne toile à l'intérieur du pays. Alors donc, on va revenir sur l'actualité brûlante, je le disais tout à l'heure. Depuis que la crise a commencé à la CENI, la société civile et spécifiquement le CNOCS a eu un regard particulier sur la crise. Je crois que vous avez fait à un moment donné des propositions de sortie de crise. Et aujourd'hui, la Cour constitutionnelle a pris sa décision. Entre-temps, il y avait une requête de Bakary Fofana auprès de cette Cour. Et donc, elle décide, au moment même où le camp de Kébé se décidait de passer ou de faire une passation de services, la Cour constitutionnelle demande à ce qu'on installe un autre commissaire le temps qu'elle examine dans le fond la réclamation de Bakary Fofana. Quelle est la réaction aujourd'hui de vous, de la société civile, notamment vous du CNOCS? D'abord, la petite précision que je fais, je n'ai pas encore organisé une réunion du bureau national du CNOCS pour avoir une lecture sur ce qui s'est passé. Mais mon opinion personnelle, c'est que
c'est une décision qui sort de l'ordinaire. Cette décision de la Cour constitutionnelle, elle est insolite et très étonnante. Parce que, ma foi, deux camps sont en conflit, on les renvoie dos à dos, et puis on désigne un intérimaire. C'est comme si la requête était... C'est comme si la Cour désormais a les attributions de nommer aux emplois civils. Alors, pour moi, jusqu'à preuve du contraire, cette notion d'intérimaire est réglée par voie réglementaire. C'est-à-dire que vous comprenez mal le fait que la Cour constitutionnelle... Et aller jusqu'à désigner une personne. Qui devrait assurer l'intérim. Tout à fait. Pour moi, la Cour devrait faire une recommandation très impersonnelle pour dire que, en attendant que le conflit soit réglé, qu'il propose dans les meilleurs délais que l'exécutif, il habilite l'exécutif à nommer un président intérimaire à part sur la base parmi les commissaires issus de la société civile. Comme les deux, Kébé et Bakary, sont relativement en conflit, il fallait trouver une troisième personne. Mais jusqu'à acter cette décision dans un arrêt, c'est ça qui me paraît insolite. Donc la Cour constitutionnelle sort un peu de ses attributions. Ça c'est votre lecture. C'est mon opinion personnelle. Bien. Et d'autres pensent que c'est tout simplement une jurisprudence, mais qui est normale et acceptable. Même s'il n'y a aucun texte qui prévoit ce genre de scénario, mais la Cour constitutionnelle avait quand même à prendre une décision, le temps pour elle d'apporter une réponse à la requête de M. Bakary Fofana, mais qu'elle propose un autre schéma, c'est-à-dire que pour que la CENI soit au moins gouvernée dans ce laps de temps-là. Non, sur le principe, oui. C'est-à-dire du fait que la CENI ne doit pas rester comme ça, la Cour devrait tout simplement accélérer l'examen de la requête qui lui a été soumise. Donc, ok. Et anticiper ça, c'est comme si derrière il y a des velléités. Donc, mon point de vue là-dessus, en un mois, la Cour peut siéger, peut statuer sur un dossier et se prononcer. Il y a beaucoup d'arrêts qui sont allés très vite. Tout comme en 8 jours ou moins d'un mois. Tout à fait. Et les conditions de saisie, les conditions d'examen sont très claires. Mais à mon point de vue, ça règle le problème de manière temporaire, transitoire. Mais ça va durer combien de temps? Si la Cour doit statuer dans les un mois, ça remet encore en cause ce qui est fait au niveau de la CENI. Je pense que ça accentue encore l'instabilité de la commission électorale. Et notre point de vue au niveau de la société civile, c'est que tous les Guinéens, tous les acteurs politiques demandent une CENI technique. Il faut accélérer le processus de mise en place de la CENI technique. On va aider à sortir définitivement de cette crise. Mais en tout état de cause, la personne de Kader est une personne qui remplit les critères pour être intérimaire. Ça, il faut aussi le reconnaître. Il est troisième commissaire venant de la société civile au sein de cette CENI. Il est parmi les commissaires venant de la société civile. Parce qu'il n'y a pas d'ordre. Ah, ok. Parce que c'est ce qu'il est. En fait, c'est ce que j'ai écouté depuis que la Cour constitutionnelle a pris cet acte. Ce que j'ai toujours écouté, en tout cas dans le traitement de l'information de nos confrères, c'est qu'on dit c'est le troisième commissaire représentant la société civile à la CENI. Donc pour vous, ce n'est pas important qu'on rappelle cela. Ce n'est pas un problème d'ordre. D'accord. Bon, si ce n'est pas pour mettre de l'ordre, oui, mais il est parmi les trois commissaires qui représentent la société civile à la CENI. À part Bakary et lui, qui est donc le troisième. Kébé qui est le troisième. La société civile a 3 places. Et les 3 ont été tous désignés, nominés par le CNOCS. Parce que le CNOCS est composé de syndicats d'ordre socio-professionnel, comme les avocats, les médecins et autres, et les réseaux d'ONG. Absolument. Bakary est issu des réseaux d'ONG, Kébé est issu de l'ordre des avocats, et Kader est issu de la CNTG. Bien. Donc c'est comme ça, et bref, ils sont tous de la société civile. Sur ce plan, si les conditions de l'intérim étaient définies, on savait la durée, c'était combien de temps, et quelles sont les compétences que M. Kader devrait avoir en attendant l'arrêt définitif de la Cour. En parlant justement de cette... faciliter les tâches. En parlant justement des compétences de M. Kader qui préside pour ce laps de temps aux destinées de la CENI, il a lui-même décliné un peu ce qu'il veut pour la CENI. Il a dit tout de suite qu'il va réunir autour de lui les autres commissaires de la CENI et qu'ils vont tout droit sur l'organisation des élections locales. Ils vont bâtir, comme il l'a dit, un chronogramme
Pensez-vous qu'il aura le temps de faire tout cela, de nourrir toutes ses ambitions, vous savez, ou de plutôt gérer les affaires courantes de la CENI? Vous savez, l'esprit c'était de gérer les affaires courantes pour ne pas que la CENI soit une institution sans tête. Et puis surtout, il y a des problèmes d'ouverture et de fermeture du bureau. Et ça a même menacé, il y avait même des menaces d'atteinte à l'intégrité du bureau du CNOC et de la CENI. Bref, c'était pour trouver une solution rapide à cela. Mais je crains que l'arrêt de la Cour ne soit pas influencé par des agissements extérieurs. Bien. C'est une plainte, je n'ai pas de preuves, mais c'est aussi une solution temporaire, dont la durée n'est pas définie, et nous sommes dans une sorte de flou. Donc la Cour doit statuer. J'ai deux recommandations à faire. La première, la Cour doit statuer dans les meilleurs délais pour un arrêt définitif. Je n'ai pas aussi l'habitude de voir une Cour constitutionnelle qui donne deux arrêts. Un arrêt provisoire et un arrêt définitif. Donc on est dans un cas d'espèce comme ça en Guinée. J'ai l'impression que c'est ça. Je n'ai pas l'habitude de le voir. Soit elle statue et elle rend un arrêt qui s'impose à tout le monde, mais elle ne peut pas prendre un arrêt, ensuite statuer dans le fond, prendre un autre arrêt. Je trouve ça un peu ambigu. Parce qu'on dit que dans un premier temps, la Cour, je ne sais pas, qualifie de recevable la requête de Bakary Fofana. Maintenant, elle prend son temps, comme la loi lui consacre, les 1 mois, pour statuer dans le fond. Pour vous, il y a vice non, ou bien c'est le fait que la Cour a installé tout à fait un intérimaire sur la base d'un arrêt et encore statuer dans le fond pour prendre un autre arrêt. C'est l'inquiétude que j'ai. Je ne dis pas que c'est anticonstitutionnel, mais c'est extraordinaire. Mais justement, ça sort de l'ordinaire, à mon entendement. Bien. Voilà donc la lecture qu'on peut avoir de la société civile ou du moins du CNOCS sur l'alternative proposée par la Cour constitutionnelle sur la crise de cette CENI, en attendant justement qu'elle table dans le fond sur le sujet. Mais de l'autre côté, il y a toute une autre proposition du côté des politiques concernant cette CENI d'ailleurs. Eux, ils ne parlent même pas de gérer la crise Bakary-Kébé, mais demandent tout simplement qu'on fasse dissoudre cette CENI. Il s'agit des membres du FAD, le Front pour l'alternance démocratique. Vous, quelle est votre réaction à cette proposition du FAD qui pense qu'on doit tout simplement dissoudre cette CENI, à l'état actuel des choses? Dans l'arsenal juridique guinéen, je n'ai pas vu une disposition sur la dissolution des institutions constitutionnelles, à l'exception de l'Assemblée nationale. Vous voyez, dont les conditions sont définies par la loi. Mais le reste des institutions, quand une nouvelle loi est adoptée, ça abrose la loi antérieure. Donc, en pareil cas, si on donne cette prérogative au président de dissoudre la CENI, ça peut créer un précédent. D'accord. Donc, toute autre institution, le président va dissoudre une fois. À chaque fois des institutions. Il y a une crise à l'intérieur des institutions, il va prendre la décision de dissoudre. C'était une décision, une proposition qui est venue parce qu'il y avait une certaine désaffection de la population face à la récurrence de la crise au sein de la CENI. Sinon, en pareille situation, j'ai parcouru les textes et j'ai discuté avec des juristes. C'est un précédent qu'on ne doit pas créer en Guinée. Donc, il s'agit d'appliquer l'accord politique, dont l'un des points prévoit la mise en place d'une CENI technique en lieu et place de cette CENI. D'accord. Et les conditions. Et là, il faut en définir la loi d'abord avant de venir à. Justement, la meilleure façon de dissoudre cette CENI, c'est d'adopter une nouvelle loi. Portant sur la CENI. Sur la CENI. Bien. Donc, cette loi dira que cette loi va abroger les dispositions contraires. Donc c'est difficile en la matière que le président de la République je veux dire, applique cette demande des membres du FAD. Si ce n'est pas prévu dans la loi, même si toute la Guinée le demande, c'est impossible. C'est impossible. Donc il faut qu'il y ait des garanties juridiques et constitutionnelles pour le faire. Et justement, est-ce que vous pensez qu'on est en train d'aller vers la matérialisation de ce point des accords du 12, c'est-à-dire une nouvelle loi sur la CENI qui viserait à la rendre plus technique que politique? Est-ce que vous pensez qu'on est sur ce chemin aujourd'hui? D'autant plus que le président, avant même d'aller pour ses vacances, s'est engagé une fois encore à faire appliquer les accords. Alors, moi, quand un accord politique est signé, il faut l'appliquer. C'est ça qui fait respecter l'État. Et ce n'est pas parce que le FAD a demandé ou d'autres acteurs ont demandé. Même nous, la société civile au début, on l'a demandé. Mais après réflexion, on s'est rendu compte que ce n'était pas possible du tout de demander la dissolution d'une institution constitutionnelle. Parce qu'elle est consacrée par la Constitution
et les conditions de dissolution ne sont pas définies. Mais la meilleure façon de le faire, c'est d'introduire une loi à l'Assemblée nationale. Une fois la loi adoptée, ça met fin à la mission de l'autre institution. Et si je me rappelle, c'est la loi qui a institué la CENI, c'est une loi qui va l'enlever. Et pourtant, l'opposition disait à un moment qu'elle a introduit une loi pareille, mais qui, pour l'instant, n'a pas été mise sur la table lors de la récente session des lois. Il y a des raisons internes et l'Assemblée nationale n'est pas obligée d'examiner la loi qui est proposée par l'opposition. Ce n'est pas une obligation. L'accord dit que cette loi pourrait servir de base, mais on n'a pas dit qu'elle doit servir de base. Tout comme elle peut être une proposition de l'exécutif aussi. Tout à fait. L'exécutif aussi peut proposer une loi. Bien. Ça veut dire l'essentiel est que le principe de l'accord politique, c'est avoir une CENI technique. Une CENI dont, de par sa composition, de par son fonctionnement, cesse d'être un lieu de confrontation politique. Un lieu de confrontation entre partis politiques belligérants. C'est ça qui fragilise la CENI et on doit sortir de ça. Mais aussi le fonctionnement de la CENI doit être beaucoup plus huilé, à ce que la fonction technique et la fonction délibérative coexistent dans une même institution. Le débat est dans ce sens. Donc pour trouver la solution, mais si on veut les élections locales en cette année, il faut qu'on trouve une solution temporaire. C'est-à-dire pour que la CENI, dans sa composition actuelle, puisse organiser les locales, si c'est le cas. Et quel est le chemin que vous proposez quand vous parlez de CENI temporaire? Non, c'est-à-dire trouver... Le problème de la CENI, c'est qu'il y a une crise au niveau de la présidence. Actuellement. C'est cette crise qu'on doit résoudre. Quand elle est résolue, on va au local. En attendant la session des lois pour se tenir, pour examiner la nouvelle loi, dès après les élections locales, on passe maintenant à la nouvelle CENI. Pour les élections législatives de 2018. Tout à fait, présidentielle de 2020. Bien. C'est mon point de vue. Je pense que, loin de toute tentation, c'est que la réalité est que la CENI là est devenue un mal nécessaire. La population revendique, tous les acteurs. Je sens une certaine hypocrisie dans le débat. C'est pourquoi je n'aime pas souvent me prononcer. C'est-à-dire une hypocrisie. C'est-à-dire, on veut les locales en 2017 et on veut une nouvelle CENI en 2017. Et ça, c'est impossible. C'est impossible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas installer des gens bleus qui ne connaissent rien et organiser en la matière électorale. Moins de 6 mois. Ouais. C'est pour préparer des conflits ouverts. Parce que ils n'auront pas toute l'expertise, toutes les compétences de faire les élections. Ce qu'il faut avoir maintenant, pas le scénario Siaka Sangaré, pas parachuter un Malien à la tête de la CENI, mais trouver une crise interne sur la base, n'est-ce pas, de l'arrêt définitif de la Cour constitutionnelle. Je pense que si la Cour examine ce dossier rapidement dans le fond et prend une décision... On peut être dans le temps. On peut être dans le temps. Bien. Voilà donc une fois encore la lecture du CNOCS, du président du CNOCS sur ce qui se passe à la CENI et ce qui doit être fait pour que cette CENI, en l'état actuel des choses, puisse tenir les élections locales très attendues. On va donc tout de suite entamer d'autres sujets, mais dans la deuxième partie de cette émission, juste après 30 secondes de pause, on se retrouve pour continuer Café Débat. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat qui reçoit comme invité Dr Dansa Kourouma, président du CNOCS. Avec lui, et dans la première partie de cette émission, si vous venez de nous prendre en marche, il est intervenu sur la décision de la Cour constitutionnelle installant un président intérimaire à la CENI jusqu'à ce qu'elle finisse de travailler sur la requête de Bakary Fofana et de résoudre définitivement la crise au sein de la CENI. Pour lui, cette décision, sans pour autant l'attaquer, en tout cas de la Cour constitutionnelle, est insolite et sort de l'ordinaire. Et puis, on a parlé de cette proposition du FAD qui demande à ce que le président fasse dissoudre la CENI. Pour lui, c'est aussi impossible. On va parler de politique et de manifestation de rue, si vous n'avez rien en tout cas à dire sur la CENI et les élections locales. Récemment, et c'était le 2 août notamment, l'opposition a fait sortir des gens une fois encore dans la rue pour demander l'application des accords, mais aussi sur la question de la gouvernance par le président Alpha Condé. Et on a dit que c'était une autre manifestation, cette fois-ci réussie, même s'il y a eu un cas de mort accidentel. Quelle est votre lecture de cet exercice du droit de manifester aujourd'hui? Bon, vous savez... c'est comme la mémoire d'un téléphone ou d'un ordinateur. Chaque fois que vous prenez les photos, les vidéos,
ça accumule dans votre mémoire, qui peut être saturé. Et après, on peut revoir toutes ces photos. Absolument. Alors, les actes que la classe politique pose pour maintenir ou pour conquérir le pouvoir, si ça sort de l'éthique politique, si ça contribue à asphyxier la population, ils seront demain comptables de ça. Et si les manifestations sont devenues le seul moyen d'expression de la classe politique, c'est qu'ils n'ont plus d'arguments pour faire bouger le pays. Bien. C'est mon point de vue. Parce qu'on ne peut pas avoir une minorité de blocage à l'Assemblée nationale et être incapable de faire avancer le débat. Le débat politique ne se fait pas obligatoirement dans la rue par le nombre de personnes qui sortent. Pourtant, ils ont réalisé ces derniers temps que c'était une stratégie qui donne plutôt des effets, en tout cas qui produisent des résultats. C'est-à-dire qu'ils ont constaté par exemple qu'après la série de meetings qu'ils ont fait, des meetings préparatoires de la marche du 2, le président a pris 2 actes tout de suite. Un premier acte, promulguant le code électoral. D'ailleurs, vous pouvez vous exprimer sur... parce que tout le monde l'a fait, en tout cas tout leader d'opinion l'a fait, comme la démarche qui a prévalu à l'adoption de ce code électoral. Et deuxièmement, le président prend un communiqué et demande à la CENI de présenter dans un bref délai un calendrier électoral et demande au président du comité de suivi des accords d'accélérer le travail et d'y intégrer tout le monde. Ces 2 actes-là, pour eux, n'étaient que le résultat de la pression qu'ils ont exercée. Les meetings et puis les marches annoncées. Et pour vous, ça ne marche pas, les manifestations? Écoutez, c'est des gains politiques. Mais est-ce que ça a un impact sur la population? On dénonce la mauvaise gouvernance, on dénonce l'injustice, on dénonce la dégradation des infrastructures. Est-ce que cette manifestation a impacté par rapport à l'amélioration de la gouvernance? Si ça a amené Alpha Condé à promulguer le code... Je parle de l'amélioration de la gouvernance. Le processus d'examen du code électoral est défini par la loi. En fait, ça c'est des choses qui existent. En fait, ils sont en train de se baratiner dans Pour eux, le président est en train de traîner les pas là-dessus. Ils sont en train de se baratiner dans un jeu d'enfants. Au moment où la population guinéenne est en train de croupir dans la pauvreté, au moment où le désespoir est en train de gagner la population, surtout les jeunes qui n'ont pas d'emploi. Bref, tout ce qui est réalisation d'envergure pour asseoir, n'est-ce pas, la prospérité dans notre pays est mis de côté pour des calculs purement politiciens. Donc je pense qu'il faut que le débat se passe ailleurs. Il faut aujourd'hui qu'on ait des vrais débats sur le bilan de la gouvernance actuelle. Bien. Il faut qu'on ait des vrais débats sur les institutions de la République. Il faut qu'on ait des vrais débats sur la notion d'emploi, sur la question de l'emploi des jeunes. Bref, on est en train de détourner la population des vrais problèmes pour les focaliser sur des problèmes purement politiciens qui ne profitent qu'à une minorité de personnes. Donc les démarches de manifester ne sont pas forcément la bonne alternative pour vous? Je pense que aujourd'hui, ce n'est pas la bonne. C'est une bonne stratégie pour l'opposition parce qu'elle a des gains politiques. Mais pour la population, ce n'est pas une bonne démarche parce que le président de la République, pour amuser la galerie, il détourne l'attention de l'opposition sur d'autres problèmes, au moment où les vrais problèmes qui doivent être sont le nœud de son bilan, il n'y a personne pour le contrôler. Cette façon de divertir le débat, ce n'est pas bon pour la population guinéenne, ce n'est pas bon pour le peuple de Guinée. Donc il faut qu'on ait des débats de fond. Il faut que le gouvernement rende compte de ce qu'il fait pour ce pays-là, pour l'amélioration des... Ce n'est pas balancer des chiffres de croissance à 6,6%. Mais aujourd'hui, circuler dans Conakry, vous voyez l'état des routes. Circuler dans Conakry, vous voyez le niveau de l'amélioration de la santé de la population. Vous voyez l'école, interroger l'école guinéenne. Bref, les vrais débats dans un pays où qu'une classe politique peut porter, c'est des débats d'idées. C'est des débats qui peuvent avoir un impact sur les militants, dont ils ont pour vocation essentielle de défendre et de proposer d'autres alternatives. Bien. Mais si c'est pour adopter un code électoral c'est à cause de ça une personne est morte, je suis désolé, c'est un gaspillage de ressources. Parce que ce code-là, le président ne peut pas refuser de le faire. De l'adopter. Bien. Donc, il faut qu'on arrête de se moquer de la population. Donc, en ce qui concerne, enfin, si ça a été, les résultats de ces manifestations ont donné comme résultat que des gains politiques pour le bien de ces partis politiques. Pour des politiciens. Des gains politiciens. Donc, pour le bien de ces politiciens de leur parti, ça n'a pas donné pour les populations à la base. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire que de dénoncer cela à travers ces meetings, de dénoncer à la face du monde que la gouvernance Alpha Condé se présente tel, il y a tel service qui n'est pas rendu aux populations ci et ça. Comment est-ce qu'ils pourraient le faire?
Non, la marche... Parce qu'ils ont profité de ces manifestations, non seulement pour demander l'application des accords, mais ont aussi dénoncé le système, en tout cas tout ce qu'il y a de mauvais dans la gouvernance actuelle. La marche est une tribune d'expression consacrée par la Constitution, que je respecte, honnêtement, parce que être capable de mettre dans la rue ce nombre de personnes, c'est une façon de mettre la pression. Absolument. Mais il ne faut pas se contenter des effets passagers, juste l'adoption du code électoral. Il faut un débat de fond sur l'amélioration de la gouvernance pour que ça impacte durablement pour la population. Parce que 2 jours perdus avec des victimes pour juste adopter un code électoral dont le président avait les prérogatives de le faire, même sans manifestation, je pense que c'est la diversion. Bien. Donc je vous dis honnêtement, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire quand vous parlez de débat de fond? Je vois l'Assemblée nationale, par exemple, l'Assemblée nationale, dont il y a une majorité de partis politiques, que tous les députés guinéens examinent, que l'Assemblée soumette, que l'opposition soumette à l'Assemblée nationale pour débat national la question, par exemple, de la gouvernance, la question de la sécurité, la question des infrastructures, et qu'il y ait des résolutions, des lois qui soient prises pour l'amélioration de la qualité de ces services. Et amener maintenant l'exécutif à les appliquer. Ça, si les partis politiques parviennent. Quand je dis partis politiques, je ne m'attaque pas à l'opposition, je m'attaque à tous les partis politiques. À tous les partis politiques, de tous les bords. De tous les bords. Il faut que quand vous êtes représentant du peuple à l'Assemblée nationale, que vous soyez capable, par les décisions que vous prenez, à obliger l'exécutif à... Parce que c'est l'Assemblée. L'exécutif ne vote pas de loi, c'est l'Assemblée qui vote. Bien. Et si une loi est votée, elle est force exécutoire. Bien. Voilà donc, en un mot, de long en large... Excusez-moi, je prends un exemple sur la loi anticorruption. Bien. On dit qu'il y a la mauvaise gouvernance. Jusqu'à présent, la loi anticorruption n'est pas adoptée. Elle n'est pas encore adoptée, effectivement. Par l'Assemblée nationale. On dira que ce n'est pas transmis par le gouvernement. Mais l'Assemblée a toujours des moyens de pression sur l'exécutif pour aider à appliquer un certain nombre de choses, en tout tas de causes. Moi, je félicite du fait que les manifestations se sont tenues avec des dégâts limités. Celui qui est décédé, c'est pas suite d'accident. Absolument. Un accident, c'est un événement infaillible qu'on ne peut pas éviter, mais il n'y a pas eu d'acte de vandalisme, il n'y a pas eu de mort par balle. Bref, je pense qu'il y a une certaine amélioration de la manière de gérer les manifestations. Mais ce n'est pas la stratégie idoine pour... Ça fait combien d'années on manifeste? Depuis 2010 pratiquement, ou 2011. Mais voyons, interrogeons la gouvernance. Bien. Donc je pense que le débat, c'est par exemple les mines. Il faut faire des réformes profondes au niveau de l'Assemblée nationale pour contraindre à l'amélioration de recettes minières. Il y a le problème les gens disent toujours la société civile, mais ce n'est pas la société civile qui est à l'Assemblée, ce n'est pas la société civile qui est dans le gouvernement, ce n'est pas la société civile qui est dans les mairies. Donc il faut bien, nous, le travail de dénonciation, c'est nous. Mais alerter, alarmer, proposer, et ainsi de suite. Mais prenez le cas du contrat de la société minière, de la SMB. À Bouquet. Voyez la situation de la population, de ces populations dans les zones minières. Voyez le niveau de chômage. Voyez le recul du système éducatif guinéen. Bref, le débat aujourd'hui, si la classe politique, que ce soit opposition ou mouvance, n'est pas capable de poser les vrais débats sur les problèmes de la population, j'appelle ça de la haute trahison. Et de la distraction. Alors donc, voilà donc la lecture en gros du CNOCS sur la situation, on va dire, politique, notamment la crise à la CENI et tout au long les manifestations politiques. On va sortir un peu de la Guinée et pour 2 minutes terminer cette émission. Vous êtes aussi un expert électoral. Au-delà de la Guinée, vous avez été invité sur plusieurs processus électoraux en Afrique. On a constaté ces derniers temps, en tout cas, qu'il y a une élection au Rwanda où Paul Kagame a été réélu. J'ai vu au Kenya où on a eu, je crois, le premier tour hier, et où John Kerry d'ailleurs est observateur, puisque je l'ai observé sur le terrain. Est-ce que vous avez eu un regard particulier, même si cette fois-ci vous n'avez pas été sur le terrain, sur ces 2 processus électoraux au Rwanda et au Kenya qui est en train de se passer maintenant? Je n'ai pas été, la raison est simple, parce que je suis du réseau ouest-africain de surveillance électorale. Donc le Kenya et le Rwanda les zones sont différentes de l'Afrique. Donc c'est souvent le Commonwealth qui s'occupe de ça. Et les États-Unis, l'Angleterre, donc les pays anglophones le plus souvent. C'est pourquoi nous n'avons pas été. Mais nous suivons de près. Parce que il y a l'association des réseaux d'observateurs de la SADC, l'association des réseaux IORN, on appelle IORN, c'est l'association des observateurs électoraux de l'Afrique de l'Est. On est en réseau.
Donc aujourd'hui, la tendance des élections au Kenya, c'est que ça déjoue les pronostics, parce que la violence qui était dans la chair des Kenyans, ils ont accepté d'aller voter sans problème. Mais aussi les conditions de contrôle des élections se sont améliorées. Donc je pense que c'est des élections, je souhaite que ce soit des élections dont les résultats seront acceptés pour éviter encore à ce pays... Le malheureux scénario qui a précédé dans les années, oui, il y a 10 ans, au Kenya. Donc c'est mon point de vue. Le Rwanda, où Paul Kagame a été réélu. C'est clair. Je vois des Guinéens ou des autres pays qui sont en train de dicter des instructions. Non. Le peuple rwandais, c'est ce qu'il veut. Ils veulent le développement, ils ont eu le développement, tout ce qu'ils veulent, ils l'ont obtenu. Absolument. Donc c'est pas comme le Guinéen qui a tout mais qui n'a rien. Absolument. Donc qu'on laisse les autres pays. Chaque pays doit avoir un mode de gouvernance qui tienne compte des besoins de la population. C'est clair. On ne peut pas gouverner le Rwanda à la place de Paul Kagame parce que c'est les Rwandais qui l'ont élu et c'est les Rwandais qui sont satisfaits de sa gouvernance. De sa gouvernance. Donc on ne peut pas créer de l'amalgame. Bien. Et en même temps, vous avez écouté sans doute le président en exercice de l'Union africaine qui a quand même donné un conseil qui s'est exprimé sur les élections qui doivent se tenir au Kenya et appeler tous les acteurs à faire en sorte que tout se passe dans les normes. Il fallait attendre cela aussi d'un président de l'Union africaine. Bien sûr, c'est ça qu'on appelle la diplomatie préventive. Donc ça fait partie de ses prérogatives en tant que président de l'Union africaine. Mais il faut reconnaître aussi que le président guinéen fait aussi assez au niveau étranger, au niveau de l'extérieur, parce qu'il est écouté par les chefs d'État. C'est un atout important. Et ça, sur ce plan, je le félicite. Mais le vrai débat, c'est au niveau du pays. Bien. Il faut qu'on accepte, en tout cas nous, société civile, si on parvenait aujourd'hui à ramener les acteurs politiques sur les vrais débats liés au développement de ce pays, sortis de l'ethnie, sortir du régionalisme, sortir des invectives, mais aussi de la malhonnêteté politique qui est en train d'être un référentiel pour la politique guinéenne. Je pense que si la société civile peut aider à recentrer le débat autour des vrais problèmes de la Guinée, on aura rendu un éminent service à ce pays. Bien. Mais tel que la politique se mène actuellement, ça ressemble à tout, sauf la prise en compte des préoccupations du pays. C'est la préoccupation des personnes. Aujourd'hui, on se dit et on se dédie le lendemain. Aujourd'hui, on est à gauche, après-demain, on est à droite. Et tout gravite autour du pouvoir. Bien. Bref. C'est la normale. Non, ça ressemble à tout sauf à la normale. Bien. J'ai l'impression que les Guinéens sont en train d'aspirer des fumées de piment. Mais également des poussières pimentées dans les yeux pour ne pas voir ce qui se passe dans ce pays. Voilà. Mon travail, c'est de les alerter sur ce problème parce que mes pouvoirs sont limités, mais j'ai un travail d'ouverture des yeux et d'émancipation de la population pour que les gens comprennent les vrais problèmes. C'est l'emploi, les vrais problèmes, c'est la santé. Quand on tombe malade, comment on se soigne aujourd'hui? Quand nos enfants qui vont à l'école, qu'est-ce qu'ils auront demain après les études? Est-ce qu'ils auront du travail? Et il faut voir comment circuler, comment faire le commerce. La Guinée est entourée aujourd'hui par 6 pays. On a quelle route en dehors de la route du Mali? Ou ceux qui sont en construction. En termes d'infrastructures routières. Pour faciliter les échanges, tirer les atouts de la position stratégique de la Guinée. Les vrais débats sont là. Et l'Assemblée nationale est un conglomérat de politiques qui ne pensent qu'à eux-mêmes, qui ne pensent pas à l'avenir de ce pays. Malheureusement. Il faut qu'on ramène le débat là-bas, c'est ça le fond. Bien, et c'est dommage. Merci donc à notre invité du jour, Dr Dansa Kourma. Merci d'être passé, à très bientôt. C'est à moi de vous remercier. Merci. À vous, merci de votre fidélité. À demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.